On voit de plus en plus les vêtements européens ou la friperie de Marseille. Le paysage urbain se transformait par ce côté et par un autre. L'établissement de plus en plus dense des Européens et la francisation massive des Juifs donnaient, avec ce nouveau peuplement, ses cafés, son commerce propre dans de nouvelles artères, comme la rue Caraman, ses banques, ses restaurants, son électricité, ses vitrines. Un nouvel aspect à la ville. La vie indigène se rétrécissait, se réfugiait dans les ruelles et les impasses de Sidi Rached. Toutes ces transformations, outre leur effet moral ou social, avaient un effet psychologique déprimant sur les vieux Constantinois comme mon grand-père. Tout le préparait donc à songer à quitter le pays. Mais mon père n'avait pas pu le suivre dans l'exode. Ma mère l'avait retenu parce qu'elle n'entendait pas s'éloigner de sa famille, déjà établie à Tébessa depuis un demi-siècle. Si bien que mon grand-père, accompagné de son frère et de mon oncle, étant parti avec tout ce qu'il avait pu emporter, mon père demeura un certain temps à Tébessa sans ressources ni travail. Ce fut un temps très dur pour ma famille. C'est à ce moment-là que mon grand-oncle, qui m'avait adopté, mourut à Constantine et que sa femme, ne pouvant plus matériellement me garder, me rendit à mes parents avec le déchirement qu'on devine pour elle et pour moi. À partir de ce moment, je devenais petit Tébessien. C'est dans ce nouveau milieu et dans une famille extrêmement pauvre que je fis la connaissance de ma grand-mère maternelle. Ses contes, ses anecdotes pieuses sur la bonne action récompensée et la mauvaise châtiée me façonnaient à mon insu. Par elle, j'ai appris que la charité est un thème favori de la morale islamique. Et c'est une de ces anecdotes sur la charité qui me valut un jour, à l'âge de 6 ou 7 ans, l'action que je crois en effet la plus méritoire de ma vie. Qu'on imagine dans une famille pauvre ou appauvrie, où le père ne travaille pas, les enfants ne peuvent pas être nourris. Au demeurant, c'était ma mère qui, par un travail de couture, nourrissait la nichée. C'est aussi elle qui tenait les cordons de la bourse. Mais la bourse était plate si bien, je me rappelle toujours ce souvenir avec émotion, que le jour où il fallut régler le maître de l'école coranique où j'avais été placée, ma mère dut lui livrer pour paiement son propre lit, ce lit algérien fait de planches montées sur de tréteaux qu'on appelle as-sedda. Donc la bourse familiale était très plate et c'était l'ingéniosité et les grandes veillées de couture de ma mère qui nous nourrissaient. Mais ma mère était un entendant qui avait conscience de l'insuffisance du régime de la famille. Et, pour compenser cette carence alimentaire pour ses enfants, elle faisait tous les vendredis un extra. Chaque vendredi à midi, j'avais droit, avec mes 2 sœurs, à une portion de cette gourmandise tébétienne qu'on appelle le rfis, faite de dattes pétries avec un peu d'huile dans de la galette écrasée. Ce jour-là, à midi, j'avais donc eu ma ration de rfis. On devine avec quelle gourmandise l'enfant que j'étais écrasé sous ses dents la pâte délicieuse. Soudain, à la porte de la maison, la voix d'un mendiant s'éleva. « Donnez-moi la part de Dieu !» Et l'enfant, qui n'avait mangé à peu près que la moitié de son mijo, s'arrêta. Une histoire de sa grand-mère lui était revenue subitement à l'esprit, et l'enfant alla porter sa ration au mendiant. Un quart de siècle après, à Paris, l'homme qui était devenu comprit ce qu'il devait à une vieille femme. Et aujourd'hui, je dois noter dans ces mémoires que dans cette période tragique où le pays n'était plus maître des leviers de son existence et où les jeunes d'avant la Première Guerre mondiale n'avaient plus que le souci de s'installer le mieux possible dans l'ordre colonial, la vieille génération de mon grand-père et de ma grand-mère a conservé le capital historique essentiel, ces traditions et cette âme sans lesquelles le pays ne pouvait plus refaire son histoire. Quoi qu'il en soit, en revenant chez mes parents à Tébessa, je revenais avec des impressions déjà fortement marquées en moi durant mon séjour constantinois chez mes parents nourriciers, et ce que je ne trouvais pas à Tébessa de l'ambiance habituelle que je connaissais dans l'ancienne ville des Beys,
donnait plus de force encore à son attraction sur mon esprit. Constantine demeurait à cause de cela un centre de polarisation de ma conscience dans les années de ma prime enfance. Tébessa va devenir un autre centre de polarisation qui ajoutera sa propre composante psychique à mon être. À cette époque, la ville demeurait à peu près encore enfermée dans ses anciennes limites byzantines, c'est-à-dire à l'intérieur des murailles hâtivement et grossièrement dressées contre l'invasion vandale. La période arabe avait ajouté, en dehors des murailles, un petit bourg, un genre de Mechta. La Zawiya, probablement dénommée ainsi à cause du marabout Sidi Abdelrahman, ou une population semi-pastorale composée des gens des tribus voisines, le Mouchi, Yahyaoui, Abidis, préféraient habiter là à cause de leurs bêtes, plutôt qu'en ville. Voilà à peu près le cadre où allait se dérouler la partie la plus importante de mon enfance. Cependant, les familles habitant à l'intérieur de la ville avaient elles-mêmes leurs vaches qui partaient le matin au passage avec le pâtre qui les réunissait à l'une des portes de la ville, la porte Karakala. Bab Sidi Ben Saïd, disait musulman, et rentrait le soir toute seule au bercail en emplissant les ruelles de leurs beuglements et de leurs bouses. Dans ce paysage traditionnel, la période coloniale a ajouté une banlieue administrative constituée principalement par les bâtiments des communes mixtes de Tébessa et de Morsot, et une banlieue résidentielle habitée par les Européens, fonctionnaires, maîtres d'école, postiers, douaniers, gendarmes, un ou deux médecins. Le cadre où allait se dérouler ma jeunesse résumait en somme l'histoire du pays depuis 2 millénaires. Le milieu tébétien différait du milieu constantinois, où j'avais vécu jusque-là, sur bien des points. D'abord, on y échappait dans une grande mesure à cette hantise du fait colonial qu'imposait ailleurs ce qu'on appellera plus tard la présence française. Cela résultait d'une sorte d'autodéfense du sol lui-même qui n'attirait pas beaucoup de colons. On y voyait bien le gendarme, le douanier, mais noyé dans une masse de burnous, surtout les jours de marché, par son contact permanent avec les tribus voisines. Tébessa gardait en effet un caractère semi-bédouin, quelque chose de pastoral, de tribal, avec une odeur de lait et des ânes familiers dans les rues. Les structures traditionnelles ne donnaient pas trop prise, comme dans le milieu urbain, aux conséquences morales et sociales du fait colonial. Sa population ne déchoyait pas, ne se vulgarisait pas. On mangeait du couscous et de la galette, on buvait de l'eau. Grâce à la simplicité de sa vie et à la pauvreté de son sol, Tébessa gardait encore son âme et sa dignité. Donc, dans le nouveau cadre, je me trouvais tant du point de vue indigène que du point de vue européen devant un tas d'éléments nouveaux avec des impressions nouvelles. D'abord, les jeux d'enfants changeaient de Constantine à Tébessa. Dans ma ville natale, ils étaient plus raffinés. Les tout jeunes jouaient avec ce hochet de fabrication locale en bois peinturluré, comme ces coffres bon marché qu'emportent les jeunes mariés de nos tribus tébétiennes dans leur dos. Les plus âgés jouent à saute-mouton ou au kiné. À Tébessa, les jeux étaient différents, avec un caractère à la fois plus fruste, plus robuste et davantage marqué par les traditions locales, parfois avec quelque chose qui verse dans la magie et le spiritisme. Il y avait aussi le jeu saisonnier. Au printemps, de véritables compétitions sportives s'instaurent entre les gens de Tébessa et ceux de la Zawiya, y compris les grandes personnes, en de passionnants matchs de koura. La koura est une balle confectionnée en bois taillé dans le nœud d'une branche de chêne ou bien en poil de chèvre aggloméré avec une poix indigène.
et que chacune des deux équipes doit porter dans les buts de l'équipe opposée, avec les coudes, assez semblables aux bâtons dont se servent les joueurs de golf, mais simplement taillés dans une branche de chêne et recourbés au bout sur un feu doux. Un jeu plus dangereux, c'était la petite guerre entre les galopins de Tébessa et ceux de la Zawiya. Le même jeu existait d'ailleurs à Constantine et opposait durement les enfants du quartier d'Alcantara et ceux de Bab el-Jabia. Mais le jeu le plus passionnant, c'était la rapine. Autour de la ville, il y avait une ceinture verte, aujourd'hui construite, où les maraîchers faisaient pousser leurs légumes. C'est à l'époque de la salade romaine et des fruits que la rapine sévissait au désespoir des pauvres maraîchers. À ce moment, l'école buissonnière sévissait aussi et les petits hébéciens tombaient comme des nuées de moineaux sur les vergers des jardins alentours. On peut dire que les enfants de Tébessa ont travaillé sans le savoir, autant que l'évolution de la vie a transformé en friche cette ceinture verte qui fut distribuée ensuite en lotissement dans la banlieue de Bab Zuatin. J'avais mes coins préférés et mes jours préférés. J'aimais les après-midi du mercredi parce que ce jour-là, on sortait de l'école coranique de bonne heure, le taleb dans la main de qui on avait, selon la tradition, déposé en arrivant à l'heure du dohr une pièce de dessous, nous laissait partir plus tôt. Je ne fréquentais pas encore l'école française, j'étais donc libre cet après-midi. Le soleil projetait à cette heure-là une clarté qui dorait toute la ville. J'aimais aller jouer dans ces flaques de lumière dorée sur les trottoirs de la rue de Constantine, ou sur le cours Carnot qui délange, et où se dressait le kiosque de musique autour duquel la population européenne dansait les nuits du 14 juillet. C'est en jouant, je crois, par un après-midi de mercredi sur ces trottoirs que je reçus le coup de pied d'un Européen parce que le petit Bicot que j'étais se trouvait sur ses pas.